Donc, du coup, on est content de lancer cette saison avec vous ce soir et avec ce sujet. C'est un peu un sujet particulier parce que du coup, normalement, en général, on a une programmation justement avec les différentes thématiques, make, design, dev. Ce soir, on est un peu sur un hors-série dans le cadre de la France Design Week. Donc la France Design Week, pour ceux qui n'ont pas entendu encore parler de la France Design Week, c'est un événement national qui a été fortement relayé par le président de la République la semaine dernière. Et donc du coup, l'enjeu, c'est de valoriser le design dans les territoires. Et donc aujourd'hui, avec l'association Marseille Design Méditerranée, on chapeaute un petit peu l'ensemble des événements du territoire autour du design. Donc du coup, on est un peu dans ce cadre-là. Et donc comme c'est un sujet, on va dire, national, on a voulu effectivement l'intégrer, on va dire, une thématique autour du design de l'institution publique. Donc aujourd'hui, on va accueillir Gilles, qui vient de la ville de Marseille, donc du coup c'est intéressant d'avoir le regard interne de ce sujet, du design et de l'administration publique. On va avoir Renaud qui a cette double casquette designer, mais aussi qui est un administré, un élu pardon, de la ville de Briançon, donc du coup qui a ce regard entre du coup l'intérieur aussi de l'administration, mais aussi son regard de designer. Et on a du coup Arnaud qui, lui, va, avec son agence Itinératrice, nous apporter plus le regard du design autour de ce sujet-là, parce que c'est des sujets qu'ils abordent au quotidien dans leur vie. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, je suis Gilles Delalloy. J'ai 49 ans. Je glisse sereinement sur les 50 là. Singularité, j'ai une femme unique, mais très unique, vachement plus que les autres. J'ai 2 enfants incroyables. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? J'ai bossé, je ne suis pas designer. Donc j'ai bossé une vingtaine d'années dans l'industrie sur des fonctions hyper sexy, en l'occurrence les finances. J'ai fait beaucoup de projets, un peu projets métiers, projets outils, projets stratégiques. J'ai bossé énormément à l'étranger puisque j'ai passé une bonne, allez, la moitié, ouais, un peu plus de 10 ans à l'étranger. Espagne, Portugal, Brésil et Argentine. Et donc depuis très tôt sensible aux questions culturelles. Donc ça c'est un truc dont on vous parlera un peu plus tard, sous l'angle plutôt politique. Mais voilà, vous en entendrez parler. Et qu'est-ce qui m'a aussi formé en tant que professionnel, c'est la volonté ou la conviction qu'en réalité, on avait énormément de choses à réinventer. Moi, ça m'a toujours un petit peu stressé. Les 20 premières années de ma vie, quand j'étais dans des fonctions financières, de rentrer dans des cycles où on répétait les choses. Et où on répétait les choses parce qu'on les faisait comme ça et parce qu'on avait l'habitude de les faire comme ça et parce qu'il fallait les faire comme ça, et ça m'a toujours un petit peu stressé. Donc la conviction très tôt qu'il y avait de la valeur à aller chercher en essayant de repenser ou d'essayer de comprendre différemment. Voilà, donc ça c'est un petit peu le cadre. Quand Aurélien m'a dit tiens on va faire un truc sur le design et l'administration publique, j'ai dit c'est cool, en fait le design c'est pas le sujet. Il m'a dit ben cool, on te prend pour le top. Donc voilà, donc je suis pas designer juste après j'ai fait une petite, j'ai monté une boîte de conseils en stratégie, innovation, stratégie d'innovation et transformation culturelle. On revient sur le sujet culturel qui me titille depuis longtemps. Et donc dans cette partie j'ai bossé beaucoup sur de l'inno, beaucoup avec des boîtes on va dire plutôt privé, pas vraiment avec le public, donc c'est un monde que je ne connaissais pas trop. Et donc sur l'inno, je me suis rendu compte très très tôt et très très vite qu'il y avait vraiment un gap de culture sur l'innovation. C'est-à-dire que pour pouvoir innover, à un moment donné, il faut être capable de voir le monde autrement. Et ça, c'est la définition que je donnais à l'innovation, parce qu'on avait plein de managers qui disaient oui mais l'innovation c'est quoi? En fait l'innovation c'est arriver à regarder le monde, apporter un regard différent sur le monde qui est notre quotidien. Pour à un moment donné arriver à proposer un objet qui change par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire, de voir,
il faut être capable de changer le regard qu'on porte sur le monde. Donc ça revient sur la créativité et toutes les process de créa qui nous amènent à regarder une problématique sous plusieurs angles, de dessus, de derrière, d'en haut, d'en bas, pour arriver à dire, ah, putain, là il y a un truc à faire ici. Et donc voilà, moi ça m'a toujours travaillé ce sujet-là, et donc de l'innovation. La question principale était de dire comment est-ce qu'on arrive à faire en sorte que des organisations qui sont très traditionnelles et qui sont là pour produire des choses qui sont très claires, de reproduire plus que produire en réalité, comment on fait en sorte que ces organisations-là elles puissent produire quelque chose de nouveau, puisque leur objet est de reproduire des choses. Et donc rentrer dans cette logique d'ambidextrie des organisations. Comment tu arrives à faire ton job de tous les jours et à vendre tes produits à tes clients habituels et à créer, construire déjà les relais de croissance de demain. C'est quoi les produits de demain, c'est quoi les marchés de demain. Voilà. Donc c'était vraiment cette logique de comment tu arrives à faire fonctionner dans un même système un truc qui regarde là et un truc qui regarde là-bas. Voilà. Et donc 99% de l'organisation est comme ça. Et il faut à un moment donné arriver à en faire marcher au moins 10% qui va regarder l'horizon. Voilà. Donc c'est ça, pour moi, quand je vous disais que le sujet, la dimension culturelle, elle m'a toujours titillé, c'est ça pour moi qui est la vraie clé de Dino, c'est d'arriver à faire évoluer cette culture de je regarde là à je regarde là, on continue à avancer de la même façon, mais pas vraiment de la même façon. Et donc, on n'a toujours pas parlé de design, mais comment je suis arrivé sur le design, c'est comment tu arrives à faire en sorte que des gens qui sont habitués et qui sont vraiment dans une logique très routinière de reproduction des choses, arrivent à un moment donné à comprendre suffisamment ce qui se passe dans leur environnement pour être capable de produire une solution alternative. D'accord ? Et donc ça veut dire qu'à un moment donné, il faut être dans une logique dans laquelle tu comprends, t'apprends, tu comprends, t'apprends, tu comprends, t'apprends. Et en réalité, quand je dis le design, et quand je disais à Aurélien, le design, c'est pas le sujet, en fait, le sujet pour moi, c'est de comprendre et d'apprendre. Et donc de regarder le monde, pas pour essayer de voir comment je peux reproduire ce que je fais, mais de regarder le monde pour essayer de dire quelles sont les aspérités, les interstices que finalement le quotidien, la réalité me propose, m'offre, pour que je puisse un petit peu m'engouffrer là-dedans et proposer quelque chose de différent. Voilà. C'est vraiment ça le sujet. Et quand j'ai commencé à bosser avec des designers sur des projets Dino, je me disais, putain, ces mecs-là, ils ont quand même ils ont le regard qui manque à l'organisation. Ils ont la façon de regarder le monde que 99% des gens n'ont pas. Voilà. Donc voilà, pour moi, le design, il fait la différence ici, les designers, ils font la différence ici. Et après, on est dans un monde d'incompris et de collectif. Hein, tu vois, le designer, c'est un collectif fort quand même. Hein. Les designers, ils sont vachement... une grosse cohésion entre designers. On parle beaucoup de design quand on est designer. Le design va sauver le monde. Voilà, le design va sauver votre organisation. Voilà. Et donc, on aime bien, quand on est designer, parler de design et de dire que le monde, en fait, va s'améliorer grâce au design. Et en réalité, je pense que c'est une erreur. Le monde va s'améliorer parce qu'on le comprend de mieux en mieux et on apprend à chaque fois qu'on avance et qu'on fait un pas de plus. Donc, voilà. Donc, en fait, vous êtes presque, je dis vous, hein, pour vous provoquer un peu, mais vous êtes presque dans la vérité, mais en fait, vous êtes à côté de la plaque. Mais c'est des tendances assez générales. Hein. Les coachs, ils sont convaincus que les coachs vont sauver les individus ou la planète ou le monde. Et quand on regarde et on parle, parce que dans toutes les boîtes et dans toutes les organisations, qu'elles soient publiques ou privées, on parle de transformation, parce que c'est le sujet depuis un moment. Et on regarde les articles et c'est le DRH et le pilote de la transformation de l'entreprise, le marketing est le pilote de la transformation de l'entreprise, l'innovation va sauver l'entreprise et va l'aider à se transformer. En réalité, tout ça, ça se fait de façon collective. Et je trouve que c'est le deuxième avantage du designer, c'est qu'il n'a pas un regard individualiste sur le monde, mais à un moment donné, quand tu regardes et tu essaies de comprendre des usages,
tu essaies de comprendre des publics, des populations, tu essaies d'identifier des patterns, et en réalité, cette logique et cette préoccupation, cette obsession qu'a le designer d'essayer de dire, tiens, si je dois comprendre tout ça, comment je le casse en petits morceaux pour me dire que, en fait, ça a une réalité, un contexte d'usage, et ça en a une autre. Et donc, en fait, il y a peut-être une solution qui va pour ça, et il y a peut-être une autre solution qui va pour ça. Et la façon de regarder, cette façon-là de regarder le monde, d'essayer d'apprendre pour mieux le comprendre, et essayer de se dire comment je peux le casser en petits morceaux pour qu'à un moment donné, ça ait du sens, et ça ait vraiment, voilà, ça c'est un tout homogène, et là je peux trouver des solutions pour ce tout homogène-là. Et de ne pas se dire ces solutions-là, elles sont valables pour tout le monde, je trouve que c'est un des grands avantages du design des designers, et de faire entrer le design dans l'organisation. Donc, maintenant, comment on ramène ça à l'administration? Moi, je ne connais pas vraiment l'administration, hein, ça fait un petit peu moins de 6 mois, je pense que j'ai débuté et j'ai fait mes premiers pas dans l'administration. Comment ça, 5 minutes? Et donc, ce que j'en sais en réalité, moi je suis arrivé dans l'administration en me disant, bah, l'administration c'est cool, c'est une organisation comme une autre. Et j'aurais dû le voir, hein, mais parce que j'adore les questions culturelles, les différences culturelles, en fait non. C'est pas vraiment une organisation comme une autre. Et il y a notamment une différence qui est de taille dans cette culture-là, et dans cet écart culturel, c'est le politique. Et oui, ces mecs-là. Donc voilà, c'est ça qui fait que en fait, cette réalité n'est pas la même que dans une organisation publique, enfin privée, on va dire. Et donc ça, c'est une contrainte de plus, donc forcément une opportunité d'être créatif de plus. Et donc voilà, moi quand je suis arrivé, en l'occurrence à la ville de Marseille, pour prendre et pour piloter et copiloter avec Camille, ici présente, un objet qui s'appelle le LAB, le laboratoire Arduino et Transco. En réalité, qui est un objet qui n'existait pas, donc c'est nous qui l'avons fait avec Camille exister. Et quand j'ai pris cet objet-là, je me suis dit, c'est cool, comme j'ai fait pas mal, on a une bonne boîte à outils sur l'INO, sur les transports culturels et tout, ça va aller tout seul. Et en réalité, il y a cette dimension politique dont il faut tenir compte et qui est vraiment pas neutre et négligeable. Mais il y en a d'autres qui en parleront probablement mieux que moi. Et donc la question, c'est de dire comment est-ce qu'on arrive dans une administration. Je vais vous parler de Marseille parce que c'est 5 minutes, hein, c'est ça, David. Donc, je vais vous parler de Marseille parce que voilà, c'est un contexte un peu particulier, donc c'est pas forcément extrapolable à d'autres environnements d'administration publique, d'administration publique territoriale. Mais c'est une ville qui a vécu pendant 25 ans avec une logique politique, managériale, une certaine organisation, une certaine façon de faire de la politique, et avec une nouvelle direction, un nouveau mandat politique avec une autre façon, une autre vision de comment on fait de la politique et à quoi, au service de quoi on met finalement une administration publique. Donc c'est une administration de 12-15 000 personnes, ça dépend si on regarde avec les marins de pompiers, sans les marins de pompiers, avec ceci, avec cela, voilà. Mais on a entre 12 et 15 000 personnes qui bossent là-dedans. Et donc la question c'est comment on vient de 25 années d'une certaine logique et comment on l'amène sur une autre logique. Sans juger celle d'avant et sans juger celle d'après. Mais en se disant comment on fait évoluer finalement ces pratiques-là. Et c'est là qu'on se dit pourquoi il manque des designers dans des organisations comme ça? Parce qu'il manque cette objectivité quand on regarde le monde, d'essayer de dire comment est-ce que qu'est-ce que je dois apprendre pour mieux le comprendre. Et donc comment est-ce que j'évite de reproduire les choses et comment j'essaie, à chaque fois que je regarde un sujet, un nouveau sujet, ou un sujet qui n'est pas nouveau du tout, comment est-ce que je me pose la question de qu'est-ce que j'ai pas suffisamment appris, qu'est-ce que je dois apprendre pour mieux comprendre. Et quand j'ai mieux compris, de façon objective et que j'ai concassé un petit peu les publics auxquels je m'adresse, qui sont finalement des Marseillais et des Marseillaises de tous âges, comment est-ce que quand je regarde ce public-là, quand je regarde les politiques publiques sur lesquelles j'interviens, qu'est-ce que j'ai besoin d'apprendre pour mieux comprendre et du coup, qu'est-ce que ça me donne comme opportunité, qu'est-ce que ça m'ouvre comme opportunité
pour pouvoir proposer des solutions qui ont un vrai impact. Voilà. Et donc, pourquoi il nous manque des designers? Parce que aujourd'hui, ce que je disais tout à l'heure à Arnaud, c'est qu'on n'a pas un designer à la ville de Marseille. Je dirais, c'est con quand même, hein, 15 000 personnes, même par hasard, on a réussi à en trouver un. Donc voilà, donc notre objectif avec Camille, ça va être de dire comment est-ce qu'on arrive, quelles opportunités on a de faire rentrer dans l'organisation des designers pour que justement on puisse commencer à amener dans toutes les directions de la ville ce regard un peu plus objectif, ce regard un peu plus tourné sur, un peu plus empathique, un peu plus tourné sur les gens, sur les habitants, sur leurs usages, sur leur contexte d'usage, sur l'endroit où ils vivent, l'endroit où ils vont à l'école, sur l'endroit sur la façon dont ils se déplacent, sur la façon dont ils vivent la ville quand ils ont fini de bosser, parce qu'il n'y a pas que ça dans la vie, comment on vit la ville et comment on profite de la ville. Et donc c'est vraiment ce contexte-là qui va faire que le designer va nous aider à transformer, à proposer des solutions plus pertinentes, à rentrer dans cette logique de dans l'administration, vous savez, on est très ça part d'en haut absolument, il faut qu'on fasse des trucs qui fonctionnent pour tout le monde, il faut qu'on fasse des solutions qui soient qu'on puisse monter à l'échelle tout de suite, il faut qu'on travaille sur des gros objets. Et nous, on a cette conviction avec Camille qu'il faut qu'on teste des choses, qu'on éprouve un certain nombre d'idées, un certain nombre d'hypothèses, qu'on mesure un petit peu les impacts qu'elles ont, et qu'on ait compris de mieux en mieux le contexte dans lequel on évolue et dans lequel nos Marseillais et nos Marseillaises évoluent, pour arriver à proposer des solutions de plus en plus pertinentes, toujours plus pertinentes. Combien c'est ? Okay. Et donc voilà, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui nous on s'attelle avec Camille à essayer de faire rentrer le design et les designers, plus que le design, les designers. C'est elle, Camille. Et donc de faire rentrer les designers dans l'organisation, mais surtout dans la logique de réflexion et dans le mode de réflexion. Je suis designer de service. Plutôt spécialisé donc, dans les politiques publiques. Mon parcours, moi je suis plutôt designer, formation de designer, design global, à l'université de Nîmes. C'est un peu bizarre, on en a discuté tout à l'heure, mais c'est un peu une exception dans le schéma français où on sort d'école souvent. Et j'ai ensuite eu une expérience dans ce qu'on appelle l'urbanisme tactique. Donc c'est plutôt de l'urbanisme intermédiaire, on va dire, pour ceux qui ne connaissent pas, entre un projet, on va dire, dans les tuyaux, et un vrai projet urbain, urbanistique ou architectural. Et j'ai eu la chance de travailler avec des collectifs d'architectes et urbanistes, dont le collectif existe, qui n'existe plus, mais qui est précurseur à la base en Europe sur ce sujet-là. Et ça nous a permis de travailler avec des collectivités et des promoteurs immobiliers partout en Europe sur la question de « Ok, on a un terrain, on a un lieu, on a un espace, on veut en faire quelque chose, mais on ne sait pas quoi. Est-ce qu'il n'y aurait pas une manière de faire pour pouvoir prévoir un projet qui soit pertinent pour nous, promoteurs ou collectivités locales, pour la population et pour toutes les personnes qui sont usagers de cet espace-là. Et c'est à ce moment-là qu'on a pu travailler sur des sujets très larges. Ça va de l'événementiel à quelque chose de très architectural, mais éphémère, pour tester des espaces, tester des usages, tester des comportements, des flux, etc., pour comprendre quels sont les besoins, quelles sont les attentes, quels sont les désirs des habitants, des habitantes, des commerçants, etc. Et ça nous permet de comprendre en fait la complexité des interventions, des usages surtout, et de l'interaction qu'on peut avoir avec un espace et avec des dispositifs qu'on met en place lors de l'expérimentation. Et grâce à l'expérimentation, on peut petit à petit comprendre ce qui fonctionne pas, pourquoi ça fonctionne pas, tester différents dispositifs pour pouvoir après programmer un projet urbain ou architectural concret sur le long terme, mais qui est en lien avec toutes les recherches et tout ce qu'on a appris sur le terrain. Et c'est à ce moment-là que j'ai fait la connaissance, même si je le connaissais de nom avant, d'Alain Finelli. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un peu le ponte du design social au Québec et en France.
et que j'ai rencontré aux ARD, des ateliers de recherche en design. Et ça nous a permis de faire connaissance. Et il m'a convaincu de faire le Master Design, Design, Innovation et Société à l'Université de Nîmes. Et c'est comme ça que j'ai mis mon premier pied dans le design et des politiques publiques, de la modernisation de l'action publique, il y a longtemps. Je sais plus. Tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, j'ai un peu donc déjà cette casquette de designer, normal. Et depuis les dernières élections municipales, je suis conseiller et délégué à la modernisation de l'action publique, mais surtout au développement numérique de la ville de Briançon. Donc j'ai la double casquette, même si j'ai beaucoup plus d'expérience dans ce domaine-là, ça me permet de comprendre un peu les deux facettes. Donc je vais vous présenter ce soir deux points de vue, enfin j'ai essayé, on verra si vous comprenez quelque chose. J'ai essayé de faire la part des choses et de prendre les deux casquettes qui ne sont pas si évidentes que ça, parce qu'en prenant les deux casquettes, il y a des frustrations à chaque fois que je prends une casquette ou une autre qui se créent parce que je connais et je vis les deux situations. Donc pour parler plutôt avec la casquette plutôt de designer, je vous ai pris un exemple d'une mission qu'on a eue avec la DDETS. Il y a Design et Territoire, je ne l'ai pas dit, mais je suis fondateur de Design et Territoire, c'est un détail. Mais on a fait une mission avec la direction départementale de la Loire, qui est une nouvelle organisation, enfin nouvelle, je m'entends, elle a 2-3 ans à peu près, si je ne dis pas de bêtises, et qui a fait fusionner différents services. Il faut savoir que dans les collectivités locales, bon, je ne l'apprends pas pour certaines personnes, mais c'est quand même compliqué de faire fusionner des services qui ne se connaissent pas, même en interne, en termes d'administration publique. Différentes structures publiques n'ont pas la même manière de fonctionner, n'ont pas les mêmes décisionnaires et le même management. Donc déjà ça c'était une complexité, et la demande, la mission qu'on nous a faite, c'était de les accompagner, de les former sur comment dire, de l'accompagnement au changement en interne, mais en même temps sur de nouvelles pratiques, comme on le disait Gilles juste avant, d'essayer d'avoir une autre manière de regarder le monde, et plus d'être comme ça, mais essayer de regarder devant eux, ce qui n'est pas simple, on va le voir ensuite. Donc pour ce faire, on a fait ce qu'on appelle de la formation-action, on leur a proposé ça, à travers le projet SPI, donc de service public de l'insertion et de l'emploi. Donc c'est un nouveau projet à l'échelle de l'État, à l'échelle du pays, qui essaie de faire en sorte que d'un point de vue social, au niveau de l'insertion, de l'emploi et de toutes les situations problématiques complexes sociales qu'on peut rencontrer en tant que citoyen, il n'y ait plus qu'un endroit, plus qu'une manière d'aller chercher de l'information et de simplifier le parcours utilisateur. Et ils appellent ça le parcours usager sans couture. C'est un peu à la mode en ce moment. Voilà. Donc on est parti sur ce sujet-là pour essayer justement de les former et de leur faire comprendre qu'est-ce que ça veut dire de faire du design. Donc on les a initiés à la pratique du design, à la pratique aussi des sciences comportementales et toutes les pratiques d'innovation par les usages. Ça nous a permis déjà de mettre un pied dedans. Et ensuite, à travers ce projet de SPI, on a essayé de leur faire comprendre qu'est-ce que ça veut dire de se mettre à la place de l'usager, qu'est-ce que ça veut dire de penser autrement, parce que la place, surtout de la DDETS, ce sont des gestionnaires de services publics, et le gestionnaire, il faut savoir qu'il a un certain niveau hiérarchique dans l'administration publique. Il y a les gestionnaires, il y a les opérateurs de terrain, il y a les associations, etc., etc. Donc il y a toute une strate, le millefeuille français qui est bien représenté, et c'est à ce moment-là qu'on a connu quelques complexités, parce qu'on a essayé de leur faire comprendre que dans la formation-action, ça aurait été intéressant d'avoir des opérateurs de terrain pour comprendre la réalité des terrains et d'avoir tous les points de vue autour de la table. Même si c'était une formation initialement pour les équipes de la DDETS, dans la formation-action, ça aurait été intéressant d'avoir quelques acteurs extérieurs à la DDETS. Donc ça ne s'est pas fait, pour plein de raisons différentes. Et donc on a quand même essayé de travailler avec eux et de leur faire comprendre la complémentarité et
la pertinence que ça a de travailler, bien évidemment, entre eux, parce que ça, déjà, ils ne le font pas. Ils sont tous spécialistes d'un domaine. Il y en a un qui est spécialiste du logement, il y en a un autre qui est spécialiste de la santé, un autre de la mobilité, etc., etc. Mais personne ne sait comment les autres fonctionnent et quel projet ils développent. Donc on en parlera tout à l'heure, mais la question de décloisonner les services et de casser les silos, c'est un gros sujet managérial, un gros sujet organisationnel dans les administrations publiques et qui souvent contraint autant la vision qu'ils peuvent porter sur le futur et de regarder devant eux, mais aussi en interne à faire bouger un peu les murs, bouger leur fonctionnement. Donc on n'a pas eu la chance de travailler avec tout le monde et ça leur a permis de comprendre, même en travaillant entre eux, de mettre des briques les unes à côté des autres et pouvoir comprendre comment fonctionnaient les autres services et essayer de faire des projets ensemble. Par contre, ce qu'on a eu du mal à faire, c'est d'avoir la réalité du terrain. Étant donné qu'on n'a pas eu les opérateurs de terrain dans l'atelier, dans les différents ateliers qu'on a pu faire pour travailler sur le SPIE, il y a eu des contraintes de compréhension et de vision globale. C'est ça? C'est ça. Accéder à une vision, un point de vue, une vue globale, ouais. Ça va. Une vision globale, quoi. Parce qu'à ce moment-là, ok, on a compris comment ça fonctionne théoriquement, parce qu'on a les gestionnaires. Les gestionnaires, ils font fonctionner les services, dans la théorie. Mais dans l'opération, dans le concret, dans la réalité, dans le quotidien, comment ça fonctionne, on ne savait pas. On avait quelques verbatims, on avait quelques réalités qui sortaient, et notre expérience de designer dans d'autres politiques publiques où on avait déjà travaillé sur ces sujets d'insertion et d'emploi, mais à part nos préjugés et nos connaissances d'autres territoires, on n'avait rien. Et c'est à ce moment-là où on s'est retrouvé face à un mur, où on s'est dit, enfin surtout eux, ça serait quand même pas mal d'avoir un autre point de vue. Donc on a réussi à essayer de faire une brèche dans le fonctionnement, et on a réussi à travailler avec des opérateurs, pas directement, parce que toujours pareil, on n'a pas pu les avoir en atelier, mais au moins pour leur faire transférer des outils de dialogue, des outils de récolte d'informations pour comprendre quelle réalité ils vivaient, sur quelle situation, avec quel type de personne et la personne dans ces situations. Ça nous a permis d'aller un peu plus loin et de comprendre aussi les freins qu'on avait à accéder à cette vision globale dans cette administration-là, parce que là je parle de l'administration de la DDETS, il y en a d'autres, elles ont d'autres freins, elles ont d'autres complexités, d'autres fonctionnements, donc il ne faut pas le projeter sur toutes les administrations. Donc j'en ai déjà un peu parlé, mais l'ultra-spécialisation des gestionnaires, ça permet, enfin c'est un gros frein, parce que justement cette vision globale, elle n'est pas possible, car ils sont dans un fonctionnement en silo. Donc le fait d'être cloisonnés dans leur service, dans leur petite équipe, c'est un peu comme, je vais prendre un autre exemple, parce que j'arrête pas de taper sur les administrations publiques, mais dans le monde de la recherche, quand on était au master, on a fait un master qui est un master pro et un master recherche. Et quand on se rapproche du monde de la recherche, on se rend compte que les chercheurs, même s'ils ont un bureau les uns à côté des autres, ils ne savent même pas ce qu'ils font à côté. Donc c'est quelque chose d'assez commun, ça se retrouve aussi dans les grosses organisations privées, mais c'est quelque chose qui freine énormément la vision globale, et je parle beaucoup de vision globale parce que si on n'arrive pas à acquérir cette vision globale, ça crée un impact sur le processus de conception. La vision globale, nous on appelle ça plutôt la vision systémique, l'approche systémique, holistique, vous mettez tous les noms intelligents derrière. Mais l'objectif, c'est de comprendre comment un système, un écosystème fonctionne, pour savoir que si on agit à un certain endroit dans le système, on va savoir, ou en tout cas anticiper, l'impact que ça peut avoir sur l'ensemble du système. On ne peut pas tout prédire, mais au moins on l'anticipe. On anticipe les comportements, on anticipe les éléments de managérial, on anticipe les usages, les interfaces, les relations humaines, etc. Aujourd'hui, on est plutôt dans ce processus, là j'ai repris un schéma que j'avais par rapport aux organisations plutôt privées, mais c'est à peu près la même chose, où l'entreprise, l'organisation classique et le consommateur, le citoyen usager, ils sont aux opposés. Et au milieu, on a des services, des structures qui les séparent. Aujourd'hui,
enfin surtout depuis quelques décennies, l'administration publique ne sont pas des concepteurs de services. Ils sont des concepteurs de procédures, ils sont procéduriers, protocolaires, et ça, ils le font très très bien. Ils sont gestionnaires. Aujourd'hui, ce qu'on leur demande, c'est justement de passer de la gestion à la conception. Et là, on a d'un coup un changement de paradigme qui se fait, et pour passer de l'un à l'autre, il faut rapprocher l'un et l'autre et remettre l'usager au centre de la démarche, même si c'est un peu un élément un peu un mot valise, un mot bullshit aujourd'hui parce que tout le monde le dit, mais c'est la réalité au milieu de la réflexion, du processus de conception, de réflexion. Après, il faut nuancer les choses, c'est pas tout le temps, à tout moment, surtout. Et ça, on fait souvent l'erreur d'essayer de mettre l'usager, les citoyens sur toutes les décisions, que ça soit financière, sur un projet, etc. Non. Il y a des moments où il faut distribuer la parole. J'en parlerai peut-être tout à l'heure avec la casquette d'élu. Un élu, par exemple un maire, c'est lui qui est responsable des projets et des choses qu'il met en place sur le territoire. Si demain, il perd ce côté décisionnaire, il sera quand même responsable de ce qui se passe sur son territoire, dans sa collectivité. Donc on ne peut pas faire n'importe quoi, il faut distribuer la parole à des moments stratégiques et pertinents. Et c'est pour ça que souvent je parle de changement de posture, parce que c'est bien beau de parler de méthode, même si je déteste ce mot-là, design thinking, design de service, il y a la méthode, mais c'est plutôt une question pour moi de posture. Il y a la posture, souvent quand je travaille avec des consultants, je leur dis la même chose, il y a une question de posture, de culture, où le designer a une certaine posture qui se différencie des autres. Ça ne veut pas dire qu'elle est meilleure que les autres, ça veut dire qu'elle est juste différente. On a un regard différent, on porte un regard différent sur les choses, mais un regard complémentaire avec les gens avec qui on travaille. Donc là, je vous ai mis un schéma juste pour faire comprendre qu'il faut accepter et conscientiser chaque prisme. Bon là, j'en ai mis que 2, il y en a beaucoup plus, entre l'expérience du citoyen et le prisme de l'administration publique. Aujourd'hui, l'administration publique, elle a conçu ses services normal, comme ça. Ça, puis ça, puis ça. Le service, l'expérience du service, elle est mise à la fin. Donc en fait, ici, on est impacté en tant que citoyen par le poids et la complexité de l'action publique et du langage de l'administration publique, qui est quand même assez complexe. Aujourd'hui, il y a des acronymes dans tous les sens. On va à un accueil, souvent, on comprend la moitié de ce qu'on nous dit. Donc, il faut concevoir pour l'usager, citoyen, puis orchestrer l'administration. Parce que bien évidemment, on ne met pas de côté l'administration. C'est simplement qu'on n'est pas là pour l'administration, enfin de concevoir un service public pour l'administration publique. On est là pour concevoir un service public pour le citoyen qui est géré par une administration publique. Donc, on le prend en compte, mais pas au même moment et pas de la même manière. Et ça fait que là, directement, on change complètement notre manière de fonctionner et on priorise différemment notre manière de travailler. Bon, là, j'ai remis des schémas, ça ne se voit pas très bien, que j'avais réalisés rapidement pour la DDETS pour leur faire comprendre, en gros, vers quoi ça serait intéressant de tendre. Là, c'est des schémas très simples, hein. On ne va pas dans la complexité. On a ici un bénéficiaire, un usager bénéficiaire d'un service public. Aujourd'hui, j'ai une caricature, hein, on est dans ce schéma-là. On doit comprendre le langage, le fonctionnement de toutes les structures publiques pour pouvoir accéder à une information, à savoir qui peut m'aider dans telle ou telle situation. Bon, ok. Et de l'autre côté, on a plutôt quelque chose où on interface, où on simplifie, on enlève toutes les fioritures et langages complexes, etc., qui, en fait, on s'en fout en tant que citoyen, on n'a pas envie de savoir, on veut simplement avoir une information, avoir une réponse à nos questions et accéder à un service. Et là, il y a la même chose sur l'usager gestionnaire, je vais passer rapidement, qui lui aussi est un peu, comment dire, dans une situation un peu complexe de travail en silo à différents niveaux et que ça serait intéressant de le penser autrement sur toutes les échelles concernées. On passe, ça c'est ce dont je viens de parler. J'ai mis 3 points en évidence, il n'y a pas que ces 3-là, mais c'est les 3 principaux que j'ai trouvés intéressants et de ma petite expérience de conseiller municipal.
Donc, avoir une vision collective claire qui dessine les contours de notre territoire dans le futur. Je trouve que c'est très compliqué. Après, Briançon, c'est une petite collectivité. Ça n'a rien à voir avec la ville de Marseille, pour le coup. On est vraiment minuscule à côté. Mais c'est quand même compliqué, entre élus, même dans une majorité, d'avoir une vision collective partagée, claire et connue. Et je trouve que quand on n'a pas, et comme dans une entreprise, une vision claire de là où on veut aller, c'est compliqué de mettre, en gros, de décider, enfin j'essaie de le faire dans votre sens, si on ne sait pas ce qui se passe ici, où on veut, ce qu'on veut atteindre ici, c'est compliqué de mettre des grands jalons et essayer de mettre des actions concrètes et des missions concrètes entre tous. Et à ce moment-là, c'est ce qui se passe aujourd'hui, c'est que toutes les missions dans une collectivité, tous les projets dans une collectivité, qu'elles soient petites, moyennes ou grandes, ne servent pas un même grand projet et ne servent pas un écosystème. Et donc, on dépense sur des projets silotés, sur des projets individuels, sans avoir une cohérence globale, dont le point de vue systémique dont je parlais tout à l'heure. Peut-être que je ne vais pas aller là-dessus. Mener à bien un marché public, c'est un gros sujet. On parlait de culture tout à l'heure. Pour le coup, ici, le marché public, quand on est designer, c'est une souffrance, mais réellement. Répondre à un marché public, c'est compliqué, c'est visuellement dur. On a les yeux qui saignent. Mais si je me mets du côté de l'élu, c'est aussi compliqué parce qu'on n'a pas les armes aussi pour écrire un marché public qui soit assez précis, mais pas trop, parce que assez précis pour qu'on ait des gens qui soient quand même experts du sujet, mais pas trop pour avoir assez de candidatures. Et pour avoir aussi l'ouverture d'esprit d'aller voir s'il y a des candidats qui se trouvent en marge, est-ce que ça peut être intéressant? C'est bon. On verra quand on boira des bières. Donc moi, je vais vous présenter, moi je découvre aussi les présentations de Renaud et de Gilles, et j'espère qu'on va être complémentaires dans ce qu'on raconte, mais j'ai l'impression que oui. Donc moi, je vais beaucoup vous parler de ce qu'on fait au sein de l'agence Itinéraire Bis, c'est des projets qu'on accompagne. Donc nous, on est complètement extérieur aux administrations, aux collectivités, et on va accompagner différents projets à différentes échelles, et qui sont toujours un peu structurés avec le design de service en méthode, pour le coup, en méthode de fond. Donc juste pour revenir, on a tous un peu parlé de nos parcours. Moi, j'ai été formé au design industriel et dans mes études, j'ai eu ce goût d'aller chercher un peu le design de service et de glisser déjà, même pendant les études, vers le design d'intérêt général. Donc je vais vous citer une association qui a beaucoup structuré ce métier qui s'appelle la 27e région, que certains connaissent certainement. Pour d'autres, je vous invite à regarder ce qu'ils font, qui nous ont un peu ouvert cette possibilité d'emmener le design à travailler sur ces champs qui ne sont pas si évidents à toucher, parce que c'est un peu, les administrations, bah, c'est justement cette grosse boîte qu'on ne sait pas trop par quel côté on va prendre, par où est-ce qu'on va rentrer. Et pour nous, en tout cas, chez Itinéraire Bis, la 27e région a vraiment facilité cette possibilité d'embarquer vers le design pour l'administration, pour le secteur public. Donc il y a plusieurs termes, un design de politique publique. Et nous, on va dire design d'intérêt général parce que on ne se ferme pas non plus à travailler pour des associations ou des structures privées tant que les valeurs qu'elles portent sont raccord avec les valeurs de l'agence, et je vais vous en reparler. Et aujourd'hui, moi, au sein de l'agence, mes casquettes, et c'est assez complémentaire, et merci à l'équipe d'être là avec moi ce soir. Moi, je vais plutôt avoir casquette design conception, et j'ai à cœur aussi les méthodes de l'intelligence collective qui m'aident beaucoup à embarquer agents et citoyens dans les projets. Voilà, donc l'agence, on en reparlera, vous reverrez des choses. J'ai envie de vous reparler d'innovation publique. J'espère que je ne vais pas dire des grossièretés parce que j'ai un expert juste devant moi. Je vous montre une carte. Je m'excuse de la lisibilité, je n'ai pas eu de meilleure qualité. Pour vous dire qu'en fait, le design n'est pas le centre de tout. Et là, pour le coup, nous, on a essayé de dézoomer et de faire en sorte de le comprendre. Si on regarde, nous, on se positionne, on va être quand même au croisement de différents espaces. Alors là, vous avez l'espace qu'ils ont appelé de l'intelligence, des talents, de la technologie. Vous retrouvez beaucoup de choses autour des data, de l'intelligence collective, plutôt l'innovation managériale par ici, des choses qui vont être beaucoup aussi autour des makers et d'autres disciplines comme par exemple la prospective, la data visualisation, il y en a plein. Il faudrait que vous puissiez regarder tout en détail. Et donc, nous, nos métiers vont notamment se situer là, au croisement, et vous retrouvez le design de service ici. Donc, il y a plein de métiers qui travaillent sur l'innovation publique.
et le design en est un, mais ça n'est pas le principal. Et donc, on peut travailler avec beaucoup d'autres approches et d'autres manières de regarder l'innovation. Je voulais reparler assez grossièrement de l'innovation, mais il y a plusieurs mouvements dans l'innovation. Une qui va, et qui est peut-être plus ancienne, mais qui se base beaucoup sur l'innovation technologique. Et vous retrouvez miniaturisation de ordinateurs, de beaucoup de choses, micro-puces et beaucoup de technologies autour de ça. Des innovations qui sont portées aussi pour appuyer des marques. Donc, c'est plutôt l'innovation par la marque et les valeurs qu'elle va porter. Et tout ça pour en venir au fait que les métiers du design, nous, on va être quand même beaucoup plutôt sur l'innovation par les usages. Et c'est vraiment ça notre toile de fond dans la manière dont, en tout cas chez nous, chez Itinéraire Bis, on va pratiquer ce métier. Je vous sors juste une définition qui est importante pour nous, qu'on a extrait d'un livre qui s'appelle Design écosocial. Et pourquoi cette définition, je vais vous la relire et je vais vous expliquer pourquoi elle nous parle beaucoup à l'agence. Donc, faire du design écosocial ou avoir une approche écosociale du design, c'est chercher à lutter contre la misère écologique, sociale et esthétique imposée par le capitalisme culturel des industries du symbole en renouant avec le milieu. Et donc, voilà, toutes ces dimensions écologiques, sociales et esthétiques. Donc, tout ce qui va être... c'est pas parce qu'on travaille pour l'administration qu'on met ça de côté. Et tout ça en renouant avec le milieu, donc avec... le lieu in situ dans lequel ça va prendre forme et qui ne sera pas forcément le même à Paris, à Marseille, à Strasbourg et dans d'autres collectivités. Donc, les projets sont toujours in situ. Et donc, encore une fois, et c'est important parce qu'on va rejoindre les valeurs du service public et ça va nous permettre de travailler sur ces champs-là aussi. Le projet Itinéraire Bis est aussi né de la volonté de se dire qu'on avait envie d'avoir un impact social, donc d'où le secteur public et l'ESS, d'avoir un impact écologique dans la conception des projets, d'avoir un impact symbolique dans ce qu'on va pouvoir proposer, dessiner, et de dire que l'administration publique a aussi le droit, et les services au public ont aussi le droit à quelque chose de bien pensé, de bien dessiné, et qui raconte son usage, on va dire correctement, sans juste prendre un catalogue lambda, UGAP ou autre. Alors UGAP, c'est le IKEA de l'administration. Et on essaie de les faire sortir de ça. Et avoir un impact démocratique, et ça, c'est notamment avec nos méthodes de co-conception, où on va embarquer agents et citoyens dans les projets. Voilà, ça c'était juste pour, si ça vous intéresse, voilà les lectures qui nous structurent un peu. Celui-ci qui est déjà assez ancien, mais qui parle vraiment de ce design avec les gens, celui-ci qui est vraiment la Bible avec Ezio Manzini, et puis celui-là qui est plus récent sur le design écosocial. Alors, ça c'est tout frais, enfin, c'est une réflexion qu'on a en ce moment, notamment avec Gaëtan qui est là-bas, mon associé, où on se dit, c'est super, on veut d'innovation à tout va, innovation publique à toutes les sauces, et il faut en mettre partout. Et nous, on se rend compte aussi qu'il y a toute une partie du service public qui maintient en fait tout ce que vous vivez au quotidien, de la voirie, des espaces verts. Voilà, c'est des grosses machines qui doivent tenir énormément de choses. Et nous, on arrive, petite agence, et il faut tout rénover. Enfin, on va venir tout changer. Et nous, on est assez convaincus que l'innovation et la maintenance, ça ne s'oppose pas forcément. Et je vais justement vous raconter de comment nous, maintenant, on aborde ce sujet d'innovation, qui est peut-être un peu différent de ce qu'on peut trouver dans l'acception première de ce terme-là. Donc c'est pareil, réflexion assez récente sur ce qu'on vit en ce moment dans nos projets. Donc cette injonction à l'innovation publique, qui rencontre en fait des systèmes qui sont très en tension et très contraints, et on le voit de plus en plus pour accompagner des régions, des départements, avec des injonctions à travailler autrement, à être plus agile, à être flex office, télétravail, enfin énormément d'injonctions à faire autrement pour améliorer les processus en interne et in fine les services au public aussi. Mais ces systèmes très contraints, on ne peut pas juste les secouer et dire vous allez bouger. Et donc nous, on commence à se dire, et on le fait en fait, je vais vous montrer comment, d'avoir un accompagnement qui soit très centré sur l'humain, d'où les agents et les citoyens dans nos processus, et qui soit plutôt progressif. Donc on ne va pas juste secouer le cocotier, et d'essayer de redonner doucement de la souplesse, de l'agilité, de la remise en mouvement, pour ensuite aller vers des systèmes qui soient plus résilients. De dire que demain, quand on va avoir d'autres crises ou d'autres choses qui vont bouger comme le Covid et le télétravail qui a beaucoup secoué l'administration publique, le numérique qui le secoue aussi, et comment on arrive à pas juste
on va dire, se faire un blocage au dos, et plutôt d'essayer de doucement retrouver du mouvement et d'être résilient. Donc, je vais faire le parallèle avec le corps. Donc voilà, est-ce que c'est ça qu'il faut faire aux agents? Moi, personnellement, je n'y arrive pas. Et je serais plutôt comme ça, à se dire, ben, avant de commencer un projet, on va déjà s'échauffer et on va doucement vous acculturer à nos méthodes et vous emmener vers cette agilité, mais plus en douceur. Voilà. Une autre notion qui pour nous est assez importante, et on en a parlé aussi tout à l'heure avec Gilles, sur cette symétrie des attentions, c'est qu'à la fois, c'est bien de vouloir rendre un super service public aux citoyens, mais on va, pour le rendre et qu'il fonctionne bien, qu'il soit efficace aussi, parce que c'est ce qui est demandé, on va devoir regarder ce qui se passe dans les coulisses, donc à la fois les processus de l'administration, leur niveau de maturité sur certains sujets, les conditions de travail des agents, etc. Et sans travailler sur ça, on aura des difficultés à rendre un service public qui fonctionne bien. Donc les projets vont quand même essayer de regarder à la fois ce qu'on peut appeler back-office aussi et front-office. Voilà, donc quelle méthode on emploie nous? J'utilise le gros mot méthode, mais c'est notre méthode. Quasiment tous les projets, on va essayer de comprendre ce qui préexiste ou ce qui existe et comment ça fonctionne aujourd'hui pour ne pas arriver et dire justement on secoue et puis il faut faire comme ça, mais déjà de bien comprendre ce qui se passe. Donc c'est notamment de l'immersion de terrain. On va beaucoup faire d'ateliers d'intelligence collective, de co-conception. Donc c'est un peu plus que de la concertation, on va un peu plus loin dans les méthodes et le moment en fait, de conception va plus loin que juste la consultation citoyenne. Et donc, citoyens, agents sont présents dans ces moments-là. Il me reste 5 minutes, je crois. On va se designer, donc on va essayer d'avoir le visuel, l'image, comme vraiment un outil de médiation pour que ça puisse faciliter les échanges au sein de nos ateliers. C'est très présent. Designer toujours en essayant au maximum de maqueter à l'échelle pour faire la preuve que ça peut fonctionner et qu'on peut aller plus loin. Avoir des phases de test avant de déployer des gros budgets énormes et donc de se dire une phase test, ça peut être 6 mois, ça peut être 8 mois. Ça nous permet de tester les choses, usage, posture d'accueil, avant de justement tout rénover. Et donc voilà, les deux vont ensemble. Hein. Ça peut être à la fois signalétique, mobilier, et puis là on est sur des nouveaux outils pour l'agent et des nouvelles postures d'accueil. Et ça se teste à l'échelle et puis après ça se met en place. Et puis après, je vous ai parlé d'esthétique et de symbolique. Nous, on a à cœur de se dire, mais en fait, on peut aussi aller plus loin sur l'évocation de ces lieux et qu'est-ce qu'ils vont raconter aux citoyens, quelles sont les formes qu'on va donner et pas juste prendre du mobilier Ikea, du Gap, et de se dire qu'il y a une importance aussi à dessiner les choses jusqu'au bout et à les emmener vraiment, les faire sortir des cartons. Donc là, c'est un office de tourisme qu'on a dessiné avec toute la phase co-conception jusqu'à l'existence du lieu qui aujourd'hui est ouvert et qui, a priori, fonctionne assez bien puisqu'elle a été conçue avec les agents aussi. On est très content de se dire que maintenant, ça existe et que les citoyens rentrent dans ce lieu. Alors, des exemples de projets. Par exemple, un gros projet de déménagement pour une centaine d'agents, pour Mulhouse Alsace Agglomération, qui embarque dans un nouveau lieu qui est complètement excentré, qui est un ancien siège de banque, donc déjà un bâtiment qui est assez contraint dans ce qu'il est aujourd'hui. Et ce projet-là, j'ai juste envie de faire le parallèle avec ce que je vous disais avant. Le plus important, ça n'a pas forcément été de dessiner les espaces, c'était d'aller doucement dans une forme d'acculturation. 5 minutes, c'est parfait. C'est-à-dire qu'au départ, on a des agents qui vont être complètement braqués et qui nous disent non, moi je veux mon bureau individuel et c'est comme ça. Ok, super, donc nous on est censé faire un nouveau lieu plus agile, tout ce que vous voulez, innovant. Il faut faire un innovant, ça c'est ce que le client demande. Et tout le monde veut son bureau individuel. Et ça, c'est le premier atelier. Et puis après, on revient une deuxième fois. On propose des scénarios. On va justement essayer de leur faire comprendre et apprendre qu'on peut peut-être travailler autrement. Et puis, on fait un troisième atelier. Donc ça, c'est chaque mois, on revient. Et au quatrième atelier, les gens qui étaient parmi les plus réticents, c'est ceux qui poussaient aussi le scénario le plus extrême dans ce qu'on proposait. Donc encore une fois, pour revenir sur cette idée qu'on ne va pas tout de suite tout secouer, mais qu'on va être dans cette forme d'accompagnement, d'acculturation, et puis de montrer qu'est-ce qui est possible pour ensuite les emmener plus loin.
Et j'ai l'impression que là, c'est pas tant le design de service ou le design d'espace le plus important, ça a été ces ateliers-là pour que ce projet existe et qu'il ne soit pas freiné par des réticences ou des peurs. Un autre projet un peu différent, on travaille en ce moment sur des médiathèques. Encore une fois, sur un projet où on se dit, bah, tiens, la médiathèque, aujourd'hui, il n'y a presque plus personne qui va dans ces lieux, ou peu. Et on aimerait bien se dire, bah, les usages aujourd'hui, est-ce que c'est toujours de louer des CD? A priori, un peu moins, parce que vous avez tous Spotify sur vos téléphones. Donc, qu'est-ce qu'on va faire dans ces lieux et comment on va les rendre plus attractifs aussi pour des gens qui sont éloignés de ces lieux de culture? Donc, on va proposer une phase test, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, des moments d'atelier et des plans où on va représenter ce qu'on pourrait avoir comme programmation demain. Et ce projet-là, si je vous le montre, ce n'est pas vraiment pour vous parler de médiathèque. Donc là, vous avez toute la phase où on teste des nouveaux mobiliers, une nouvelle disposition d'espace. Mais ce projet-là, là où il a vraiment bloqué, c'était la réticence des agents à voir leur médiathèque qui bouge complètement, alors que ça fait 15 ans que c'est toujours la même. Et notre gros frein dans le projet, ce n'était pas de savoir faire des plans, du mobilier, du maquettage, c'était simplement d'avoir des agents qui freinaient, mais vraiment les deux pieds comme ça, et qui ne bougeaient pas. Et donc, tout cet accompagnement, presque je dirais en douceur, des agents et pourquoi pas des élus dans certains projets, et d'embarquer plus largement tout le facteur humain, bah, c'est ce qui permet d'aller plus loin dans un projet et de le voir exister. Donc celui-ci, aujourd'hui, on se demande si demain, je vous ai montré un office de tourisme où ça a très très bien marché, celui-ci, si les agents continuent à freiner, peut-être que ce ne sera pas tout à fait rénové comme on l'imaginait. Et après d'autres projets, on va être aussi plus multi-points de contact. Donc, par exemple, celui-ci, on a travaillé sur des centres socio-connectés, pas mal de design d'espace, mais aussi plein de petits éléments à tester, une nouvelle signalétique, une carte d'adhérent et des outils numériques pour faciliter l'accès de ces lieux-là. Donc, on peut aller sur aussi c'est du jargon de design, je ne sais pas si vous êtes familier avec ça, mais dans le design de service, on a des points de contact. Et les points de contact, c'est ce qui est visible pour les citoyens usagers. Et donc, ça peut être un espace, une signalétique, du service numérique, etc. Je vais un peu plus vite là-dessus. Et un dernier projet, je ne sais pas combien de temps il me reste, 2 minutes. Et là, qui est très administration interne et qui boucle encore avec mon propos. Donc, on a travaillé avec la 27e région à essayer de créer un laboratoire d'innovation interne à la ville de Paris. Donc, un peu tes frères et sœurs de la capitale. Et vos frères et sœurs avec Camille, qui est là. Et on embarque en fait une vingtaine d'agents de toutes catégories confondues. Donc la mairie de Paris, c'est encore très hiérarchique, catégorie A, B, C, puis après vous avez des directeurs. Et donc là, on se dit qu'il faut déjà mélanger tout le monde et de directions très différentes. Donc ville de Paris, 20 000 agents. Et donc on essaye de recruter des gens qui ont envie et qui viennent de différentes directions. Plus une petite équipe projet qui est là. On travaille sur des sujets de la ville, mais on essaye de les rendre concrets. Donc, par exemple, là, vous avez cet objet-là qu'on a vraiment voulu maqueter à l'échelle 1 et tester. Et donc, c'est ce qui fait qu'ensuite, le projet allait plus loin. Je passe certaines choses. On les met en condition de faire beaucoup. Donc là, c'est là où le design rentre à nouveau en scène et de dire que oui, en faisant, on va peut-être aborder les sujets différemment, comme le disait Gilles, et le regarder autrement. Éprouver assez rapidement les choses. On outille beaucoup les sessions pour les accompagner, encore une fois, doucement et c'est des nouvelles méthodes, des nouvelles manières de faire, donc on essaye de les accompagner session après session. On les emmène sur le terrain. Ça, c'est, je pense, le plus gros apprentissage qu'ils auront fait, c'est d'aller voir justement comment leurs collègues travaillent et comment ils peuvent leur apporter des solutions. Je pense que l'immersion de terrain, c'est ce qui a presque le plus bousculé. Ils ont maquetté avec nous, avec leurs moyens aussi. Maquetté jusqu'à l'échelle, ça, ils nous ont aidés à le faire. Ils l'ont montré à leurs collègues et à d'autres directions. Et puis ici, on a aussi des décideurs de la ville de Paris qui viennent regarder comment ça fonctionne, cette transfo. Et puis, en bout de course, j'avance un peu, et on se pose la question de ce labo, en fait, il va être spécifique à la ville de Paris, donc il ressemblerait à quoi? Et il fonctionnerait comment? Aujourd'hui, il existe. Et donc, on a toute une partie où on a un peu recommandé comment il pourrait fonctionner, comment serait son site web, quelles seront les fiches de poste associées. Et donc tout ça, ça a fonctionné parce que justement, on avait des agents de toutes directions confondues qui vont parler des méthodes du design des services. Et c'est ça qui peut faire vivre un labo d'innovation bien plus que
d'avoir une super salle et des super outils. Donc pour moi, encore une fois, le facteur humain, embarquer les agents dans le projet, ça a vraiment son importance. Et pour terminer, on a pas mal travaillé avec un labo qui est plus ancien, qui est de la ville de Mulhouse. Et ce qui fait que ce labo vit aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'il a un lieu, c'est parce qu'il y a des agents contributeurs, comme Laura que vous voyez ici, et d'autres qui ont été embarqués plutôt au début, et puis des gens qui se renouvellent. Et c'est parce qu'eux sont dans le laboratoire d'innovation à raison d'une demi-journée par semaine. Ça permet vraiment de diffuser un peu ces méthodes-là et surtout de récolter des sujets de chacune des directions. Donc, telle direction dit, tiens, ça serait super si on pouvait solliciter le labo, et puis moi, je vais le porter en interne dans ma direction. Donc, ça fait un peu on est un peu des ambassadeurs, en fait, de ces méthodes-là, et c'est ce qui fait que doucement, ça peut un peu transformer l'administration, encore une fois, en douceur. Je crois que je vous ai un peu tout raconté.